Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 16 du podcast de Hockey sur demande. Toujours en compagnie de Stéphane Grenier d'Entre Chums. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien. On a pris une petite semaine off. C'était le match des Ben étoiles oui, en fin de semaine passée, puis on fera pas de retour là-dessus. on Mis l'a à part écouté la superbe évidemment, c'est pour feinte, ça qu'on a pris une pause, on l'a écouté. non pas Non, non, vraiment, jamais, jamais. mais shout-out à Trevor Zegras qui a encore repoussé Ah les oui, limites de la créativité au niveau du hockey. Ça n'a aucun sens pour vrai. ouais. La Ouais, feinte puis qu'il a je vois, réussi. t'as raison. La fin qu'il a réussi dans le concours d'échappée, là, c'était quelque chose. Mais c'est pas mal le Ouais. seul highlight qu'on va pointer parce que pour le reste, là, c'était pas. Ouais, de mon côté, Dylan Arcade, le patineur le plus rapide avec National. On va nommer celle-là. Ben, c'est Kyrou qui a gagné, me semble. Skyler a gagné, Ouais, parce c'est que j'ai Kyrou, juste c'était vu pas Larkin Larkin. passer. Non, je me suis fait avoir. Il a participé à l'épreuve, par Ouais, exemple. Ça, on va y donner. ça, il va donner. Non, sérieusement, cette semaine, on a un gros podcast, encore une fois, des grosses nouvelles qui sont sorties Ouais. dernièrement. Évidemment, on ne passera pas à côté du Canadien qui ont procédé au congédiement de Dominique Ducharme et à l'annonce de Oh Martin yes. Saint-Louis à titre d'entraîneur-chef par intérim pour l'instant. Mhm. Autre coach qui a perdu son emploi également, Dave Tippett du côté des Oilers, que ça va pas trop bien. Ils ont perdu dernièrement contre les Blackhawks de Chicago à domicile. C'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, je pense, du côté des Oilers. Et évidemment, nos segments habituels, coup de cœur, coup de pied et sur réception. Et on va parler également de plusieurs sujets à travers la LNH. Fait que es-tu prêt à partir ça, mon Stéphane? Yes, on est prêt, on est prêt. Yes, ben écoute, on va y aller tout de suite avec le coup de cœur et coup de pied on va dire les 2 dernières semaines, évidemment, vu que Ouais. la semaine passée, on n'a pas fait de podcast. Je vais te laisser y aller avec ton coup de cœur. C'est sûr qu'on a eu l'annonce aujourd'hui, en fait hier, de Martin Saint-Louis et tout le kit. Donc, moi, je vais y aller outside of the box, comme les dirigeants du Canadien présentement. Je vais y aller avec l'audace de Ken Hughes et de Jeff Gorton. Pourquoi je vais avec ça? Parce que on s'est fait dire par Jeff Gorton qu'il pensera d'avoir de la boîte. Oui, on peut penser que c'est un country club. Il y a plusieurs personnes qui voient ça sur les médias sociaux passer, mais je pense que ça prend de l'audace pour qu'est-ce qui se passe présentement avec le Canadien. Évidemment, il y a des moves qui se font pas. Là. On va en parler plus tard, mais tu sais, Caden Primo, qui encore une fois ce soir s'est fait retirer du match, ça fait pitié, puis il faudrait l'envoyer à Laval. Mais je pense que on est en train de bâtir une équipe différente, vraiment, vraiment différente. On est en train d'amener du caractère, puis on a vraiment un plan établi. Puis moi, je dis bravo à l'audace. Ça fait trop longtemps à Montréal qu'on est vraiment conservateur, puis qu'on veut garder les choses comme dans le temps, puis c'est important, puis l'histoire du Canadien. Mais moi, j'approuve ça, puis je trouve que ça prend de l'audace pour faire ça, puis c'est un gros shout-out cette semaine, c'est mon coup de cœur. Écoute, je ne parlerai pas, évidemment, là, je ne vais pas réenchérir parce qu'on va en parler en long et en large tantôt, fait que je vais aller Ouais. tout de suite avec mon coup de cœur. Vas-y, Ça vas-y. touche encore une fois le Canadien. Un espoir qui évolue présentement aux Jeux olympiques. Sean Farrell qui a connu tout un match. Évidemment, les gens vont dire oui, c'est contre la Chine, mais il jouait quand même sur un troisième trio. Et il y aurait pu y avoir bien d'autres joueurs dans cette équipe-là qui auraient pu connaître Ouais. un tel match, mais c'est lui qui l'a connu ce match-là, un match de 3 buts et 2 passes. Sean Farrell qui a brûlé la USHL, connaît une bonne saison également cette année dans la NCAA. Un choix de 5e ronde du Canadien, peut-être un petit cadeau que Timmins a laissé avant son départ, on va le Ben oui, souhaiter. Mais évidemment, un des rares. c'est encore trop tôt pour en juger, mais néanmoins, c'est quand même le fun de voir là, que même contre des hommes, même si ce n'est pas contre le Canada, réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Donc, on va espérer que du côté de Sean Farrell, ça va se poursuivre tout au long du tournoi. Exact. Puis écoute, je vais renchérir une petite affaire là-dessus, c'est qu'on regarde les joueurs à passer que Timmins a repêché dans les 2-3 dernières années, puis on a de plus en plus de joueurs à travers le monde qui se démarquent. Puis on oublie souvent un gars comme Jérémy Roy. Donc, Georges Chouaroua, excuse-moi. Le petit gars de Donc, Saint-Georges. un petit gars de Saint-Georges, c'est ça, dans ton petit patelin. Donc, c'est des gars qui ont peut-être laissé une carte de route dans leur association, dans leur équipe quand ils jouent. C'est des gars qu'on va avoir sûrement à l'œil dans 2-3 ans. Donc, on va voir. Et le coup de pied, je vais te laisser y aller avec le tien. Ouais, parce qu'on va en parler sur le tien. Écoute, on avait le même. On se cachera pas. On avait le même, puis c'était trop évident. Fait que je vais te le laisser vu que tu es le host et le maître. Ah, Mais, tu aurais pu y aller, ça ne m'aurait pas dérangé. non, ça ne me dérange pas pantoute. Écoute, c'est un de mes sujets, puis on l'a transformé en coup de pied parce que c'est n'importe quoi. Donc, la Ligue nationale de hockey qui a confirmé, Gary Bettman a confirmé que les Coyotes de l'Arizona pourraient jouer à l'Université d'Arizona State en 2023 pendant 3 ans si les Coyotes disaient on va construire un amphithéâtre d'ici 2026. Pour vrai, là? Pour vrai, là?
On a un amphithéâtre à Québec. On a 19 000 places ou 18 000 places qui sont prêtes. On a du monde qui sont prêts à payer des billets de saison, puis on gosse pour une affaire universitaire. Écoute, on a trouvé un podcast, on en a parlé, puis à chaque fois, c'est pire en pire parce que à toutes les fois, ils renchérissent avec des nouvelles stupides comme ça. Je trouve ça désolant. Je trouve ça juste désolant. Ça met encore un coup de barre à la Ligue nationale. Puis Gary Bettman ne semble pas comprendre. Je sais qu'il veut un marché dans l'Arizona, mais ça ne fonctionne pas. Ils ont Dallas en plus dans au Texas, fait que je pense que c'est assez. Mais là, celui-là, je trouve que c'est mon coup de pied de la semaine. C'était un de tes deux coups de pied aussi. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est un bon coup de pied pour le Canada encore, pour les équipes canadiennes, mais c'est surtout un bon coup de pied pour les autres dirigeants nationales, là, qui, eux autres, qui sont obligés de payer, puis de payer, puis de payer pour des concessions qui ne fonctionnent pas. Donc, bravo Gary Bettman, tu mérites juste ça. Moi, honnêtement, je serais curieux de voir. Là, je sais que je suis un peu mon pisse vinaigre puis que là, on fait juste la supposition. Mais la situation inverse. Là. Mettons que c'est le Québec, là, que pour X raisons, le centre Vidéotron ne fonctionne pas, ça prend absolument un nouvel amphithéâtre. Puis que la NHL, là, honnêtement, je ne suis pas sûr que la NHL essaierait de sauver cette équipe-là en disant au pire, aller jouer au PES de l'Université Laval en attendant. Je pense que en 2 temps, 3 mouvements, ça serait une équipe qui se ramasserait dans le fin fond des États-Unis. Puis c'est ça que je trouve triste parce que on essaie tellement de sauver cette équipe-là. Puis on le répète à chaque podcast qu'on en parle. Année après année, cette équipe-là, c'est une disgrâce pour la NHL, pour vrai, pour plusieurs raisons, que ce soit pour des frasques en dehors de la glace, à cause des dirigeants qui organisent des combines random, le comptable qui va regarder de payer les taxes de la ville, peu importe. Et là, on permet une équipe de la NHL, pas junior, NHL, jouer dans un édifice qui va avoir 5000 places. Il n'y a personne ailleurs dans NHL qui aurait cette chance-là, mais là, juste parce que les Coyotes, on veut tellement les sauver, ils pourraient jouer quasiment sur une patinoire extérieure, puis la NHL laisserait aller ça, puis je trouve ça vraiment ridicule. Comme tu l'as mentionné, puis tu sais, c'est pas nécessairement pour être chauvin. Oui, ça serait le fun que Québec ait son équipe, mais il y a d'autres places ailleurs aussi qui seraient prêtes à avoir une équipe de la NHL qui serait bien mieux nantie que les Coyotes de l'Arizona. Mais la NHL s'entête à vouloir sauver une organisation qui, est pourrie, bien raide. Là, les Canadiens sont pourris cette année, on s'entend, là, mais à la base, de l'Arizona, c'est pas trop joli non plus ce qui se passe là. Ouais. Ça fait des années que c'est de même, puis ils ont de la misère à garder des joueurs vedettes dans leur formation. Ils sont en train de tous les échanger encore un après l'autre. C'est une disgrâce, cette équipe-là, puis on essaie encore de sauver ça. C'est juste ridicule. Oui, puis tu sais, tu dis que t'es pisse vinaigre en disant que si ça se passerait à Québec, ça se ferait déménager. On l'a fait. On a demandé un amphithéâtre pour accueillir les Nordiques dans le temps. Ça a été refusé par la ville, ça a été refusé par les dirigeants, puis ils ont déménagé. Ça a pris même pas 4 mois. Donc, c'est la même affaire là-bas. Là. Tu n'as pas d'amphithéâtre, tu n'as pas de dispositif pour une équipe de Ligue nationale. Bye-bye, ça finit là. C'est pas compliqué. Je verrais bien difficilement une autre équipe dans un autre sport professionnel américain faire ça. Il n'y en aurait pas. Ça serait tout de suite bye-bye. Fait que, écoute, pas pour rien que le hockey est 5e aux États-Unis puis il va rester. C'est pas en ayant. Moi, en tout cas, je crois plus en Gary Bettman, ça fait longtemps. Oui, parce qu'on est Canadien, mais là, avec des niaiseries de même, je pouvais le défendre en disant que les dirigeants faisaient de l'argent puis que c'était bon pour eux autres. Mais là, ça, c'est vraiment stupide. Là. Comme tu dis, on veut de pisse parce que c'est sûr qu'on on est des partisans au Québec puis on veut 2 équipes au Québec parce qu'on pense que le marché de Québec devrait avoir une équipe. Mais en même temps, c'est ridicule. Complètement ridicule. Ah, es-tu prêt pour un autre pétage de coche? Mon coup de pied de la semaine. Brad Marchand, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour de vrai? Puis tu sais, honnêtement, oui, le geste là, d'avoir punché de Tristan Jarry sans aucune raison, c'est ridicule, mais on dirait il y a un autre geste aussi qui m'a énervé, puis tu as sûrement vu aussi parce qu'il en a fait une collection. Il a fait un best-of dans ce match-là de gestes ridicules. Oh oui, facile. Tristan Jarry qui vient pour ramasser une rondelle pour donner à un partisan des Pingouins dans les estrades. L'autre, mon cabochon, qui s'en va ramasser la rondelle, tape sur le bâton de Rask, puis garoche la rondelle au bout de ses bras. Puis tu sais, les gens vont peut-être me dire, calme-toi, Max, c'est juste une rondelle, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que tu as un gardien de but qui essaie de connecter avec un fan de l'équipe qui prend pour les Pingouins, qui a payé 300$ probablement pour ses billets. Là, tu dois avoir sa maudite rondelle pour de vrai. Là. Honnêtement, c'est ridicule. Non seulement Brad Marchand fait un geste cabochon, mais il empêche Tristan Jarry d'avoir une interaction avec un partisan et lui donner un petit quelque chose. Je veux dire, c'est les partisans qui payent là, ces joueurs-là en bout de ligne. Là. Puis ça va faire une niaiserie de même. Puis après ça, plus tard dans le match, pour aucune raison. Puis c'est pas la première fois qu'il fait ça, puncher quelqu'un en arrière de la tête là, en passant devant le filet. Encore une fois, il a fait son cabochon, puis il a été suspendu aussi. Puis bravo à la NHL pour y avoir donné une suspension parce que ça pouvait pas. Ce geste-là pouvait pas être laissé sans aucune punition. Ouais, puis écoute, tu veux-tu des stats?
à partir d'aujourd'hui, Brad Marchand est devenu c'est sa 8e suspension, premièrement. C'est la plus grande qu'il y a avec 6 matchs. Il devient le joueur de l'histoire de la Ligue nationale avec le plus de suspensions. Pour lui, il n'a pas le nombre de matchs, le plus de suspensions dans sa carrière. Il dépasse Chris Pronger. Écoute, moi, ce que je comprends pas, c'est que ce joueur-là n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. C'est un joueur élite, selon moi, dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui s'est, depuis 6, 7, 8 ans, s'est transformé en un joueur important des Bruins de Boston. C'est un gars qui donne avec sa hargne, avec sa capacité de faire des points, faire des buts, d'être des bonnes mises en échec, d'apporter de l'eau au moulin, finalement. Puis à chaque année, ou à chaque 2 ans, il y a toujours de quoi liche la face d'un autre. Une mise en échec dans le dos qui darde. Après ça, un coup de bâton d'un gosse. Après ça, ça va être un coup de genou pour sortir un joueur. Là, tu donnes un coup de poing à un goaler. Après ça, tu lui donnes un coup de bâton juste à la lisière du masque. Là. Écoute, il n'y avait pas ça. Jarry, il recevait un dardage dans le cou. Après ça, Feshnout, comme tu dis, un jeune partisan des Pingouins. Écoute, tu peux être en maudit, là, perdre la tête puis de tout perdre des facultés qu'il y a en intérieur de toi, là, mais écoute, c'est rendu aussi pire que Tom Wilson pour moi. Puis ça, c'est juste complètement stupide. Ça n'a pas sa place dans la Ligue nationale. Puis je vais dire un peu comme Vincent D'Anfos à RDS tantôt, entre la première et la deuxième, c'est pas assez de matchs. C'est pas assez de matchs. Si tu veux que ce gars-là comprenne, si tu veux que la Ligue nationale ait plus de crédibilité, je te dis pas de suspendre 15 comme qu'il a dit ou 20, mais donne-en un 10 matchs. Je me dis, regarde, c'est quoi ça? Depuis quand on frappe des goalers, ça directement sur le casse avec un point, premièrement, à moi qui ai dit que n'importe quelle niaiserie, ça se fait pas. Après ça, tu vas le darder. Il n'y avait plus de casse, puis là, on dirait qu'il voulait battre tout le monde. Ça faisait penser au gars de la Ligue américaine, là, une quinzaine d'années, qui était rendu en chess en plein milieu, là, puis il voulait se battre avec toute l'équipe au complet. Il s'est fait suspendre la Ligue américaine. Il n'a jamais joué au hockey après de sa vie. Oui, c'est Brad Marchand. Oui, on aime ça le détester à Montréal. C'est un bon joueur de la Ligue nationale. Brad, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es un joueur élite. Agis en joueur élite. Perds la tête comme les autres une fois de temps en temps. Bats-toi, drop les gants. Fais ce que tu veux. Mais n'utilise pas ton bâton comme une arme. N'utilise pas c'est tout le temps quand les arbitres ne te regardent pas. C'est tout le temps quand c'est ça. Tu es un joueur qui est malheureusement chien. Puis tu te fais critiquer à cause de ça. Autant qu'il peut être gentil puis bon, là. Mais pas la tête. Je serais curieux de voir si un gars comme Patrice Bergeron va le voir à un moment donné là, dans le vestiaire puis en disant regarde, c'est assez tes niaiseries, là, à un moment donné, t'as pas besoin de ça pour bien jouer. On vante le leadership incontesté de Patrice Bergeron. Là, je pense qu'il y aurait un petit message à passer là, à Brad Marchand. Parce que c'est ça, le point que tu as mentionné, c'est qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est pas ça qui fait en sorte qu'il va garder sa place dans l'alignement des Browns. Là. Il est déjà sur le premier power play, il est déjà sur le premier trio. Contente-toi de jouer au hockey. Oui, tu peux essayer de déranger l'adversaire, mais tu sais, un peu comme Gallagher le fait. Oui, Gallagher n'est pas un ange non plus. Là, il en a fait des trucs aussi, mais il n'a jamais punché un gardien en arrière de la tête de même. Tu peux jouer dans la tête de tes adversaires, mais commence pas à poser des gestes imbéciles de même. Là. Il y a des joueurs qui ont fait des carrières à être dérangeants pour un, pour un goaler ou une autre équipe. Il y en a plein qui ont fait ça. Tu n'es pas obligé d'être le pire Sean Avery du monde. Ouais, mais là, il est en train de tranquillement se placer dans cette même catégorie-là, malheureusement. Il y en a eu des tatas, mais il n'était pas bon. OK, c'est ça le problème. Mais là, lui, il est bon. C'est ça qui est le pire. C'est comme, on répète, mais tu n'as pas besoin de ça. Donc, pourquoi tu t'en vas, en tout cas? Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire. Patrice Bergeron, s'il n'a pas déjà passé son message, il ne le passera jamais. Là. Ah, il y a des joueurs qui. Ça fait comment? À 13 ans qu'ils jouent ensemble. Mais c'est ça. C'est des gars comme ça. Puis malheureusement, mais tu vis avec les conséquences, mais c'est pas pour rien que ça met tout le temps du noir à cette équipe-là. C'est une bonne équipe depuis très longtemps. Puis la seule fois qu'on parle, c'est les frasques de Brad Marchand une fois sur 3. Tu sais. C'est plat. Écoute, on va plonger dans le vif du sujet de ce podcast-là parce qu'encore une fois, le Canadien qui a fait des gros changements au sein de l'organigramme de l'équipe. Bon, on va y aller avec la timeline. C'est avant hier ou hier. Ouais, je suis tout perdu là, dans les journées. Le Canadien qui a finalement, après une autre défaite là, cuisante de 7-1 contre les Devils de New Jersey, une équipe qui était 0-7 à ses 7 derniers matchs, s'amène au Centre Bell. Et tout à coup, a l'air d'une équipe élite sur la patinoire. Le Canadien qui, encore une fois, a joué sans vraiment de conviction. Primo, est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il n'a pas été bon? On le sait tous qu'il ne devrait pas être là, premièrement, mais ça, on pourra en discuter plus tard.
Donc, on a décidé d'appuyer sur la gâchette du côté de Jeff Gorton et de Ken Hughes. On congédie Dominique Ducharme et on amène Martin Saint-Louis. Et à ma grande surprise, cette nomination-là a vraiment pas fait l'unanimité au niveau des partisans du Canadien. Puis honnêtement, parce que chez le Canadien, on est, pas chez le Canadien, mais chez les partisans, on est très bon pour juger seulement avec le nom de la personne qu'on nomine. Donc, c'est pour ça que on l'a vu, le meilleur exemple avec Ken Hughes. Les gens étaient vraiment pas emballés. On voulait Mathieu Darche parce qu'on connaît Mathieu Darche. C'est un vrai Québécois parce que son nom sonne québécois et non Ken Hughes, alors que Ken Hughes est tout aussi québécois que Mathieu Darche. Donc, je me suis dit, avec l'annonce de Martin Saint-Louis, c'est un Hall of Famer, c'est un joueur qui a du caractère, un joueur qui a bûché pour jouer dans la LNH. Cette nomination-là va faire plaisir aux partisans. Puis, tabarouette que ça n'a pas été le cas. Puis, tu sais, je comprends le point des partisans en disant c'est vrai qu'il a gravé les échelons assez rapidement, là, passer du Pee-Wee à la NHL. Mais je pense qu'on rate tout le point de cette nomination-là en pensant de cette façon-là. Moi, je pense que c'est une belle nomination. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être pas. Mais encore une fois, c'est comme tu as dit tantôt, je salue l'organisation d'avoir été audacieux, d'avoir fait cette nomination-là, alors qu'elle aurait très bien pu revenir avec des vieux dinosaures. Carler Alain Vigneault, veux-tu revenir? En plus, Alain Vigneault a travaillé pour les Rangers dans le temps de Jeff Gorton. Ça aurait été facile de le ramener. Et là, on essaie quelque chose de nouveau avec Martin Saint-Louis. Puis honnêtement, je suis vraiment pas contre. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est un gars, il n'a peut-être pas l'expérience du coaching dans la NHL, mais il a joué tellement longtemps dans ce circuit-là. Il sait comment ça marche. Il sait c'est quoi être un joueur. Parce qu'il y a des coachs qui ne sont pas nécessairement bons pour être capables de gager ce que les joueurs ressentent puis tout ça. Lui, il a déjà été de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire être un joueur. Il a côtoyé des coachs, il en a vu. Là, c'est pas comme s'il avait les yeux fermés sur le banc et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait autour de lui. Là, il sait comment ça fonctionne. Exact. Honnêtement, on dit oui, il n'y a pas d'expérience dans le coaching. Excuse-moi, mais il y a des coachs dans NHL que ça fait 10-15 ans qu'ils sont là et sont encore aussi mauvais. Fait que ça ne veut rien dire rendu là. Fait que, honnêtement, encore là, je ne dis pas que ça va être une chance, je dis pas que ça va être un succès garanti, mais j'aime qu'on est allé dans cette direction-là puis qu'on essaye ça. Puis on ne sait jamais, peut-être que Saint-Louis, ça peut être le gars qui va relancer le Canadien, pas cette année, parce qu'évidemment, cette année, il n'y a plus rien à faire avec cette équipe-là. Tant que tu n'as pas Carey Price devant le filet, là, c'est ta base, c'est ta fondation. Fait que, cette année, il faut oublier ça, on sacrifie ça. Mais peut-être l'an prochain, si on fait des changements durant la saison morte, on peut peut-être relancer cette organisation-là. Puis ça peut passer par un gars comme Martin Saint-Louis. Là. Je suis d'accord, mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, c'est des adultes, c'est pas des juniors, on va toujours le dire. Mais c'est surtout que moi, je crois fermement qu'un gars comme une présence comme Saint-Louis fait une différence dans un vestiaire. Pas parce qu'il a joué, pas parce que c'est un Hall of Fame, c'est parce que ce qu'il va dégager. On l'a vu avec Ducharme. Le Ducharme, le problème, ce qu'il y avait, c'est qu'il dégageait rien. C'est ça le problème. Puis moi, je te disais, on en a parlé souvent, tu sais, tu dégages rien, ton équipe avancera pas, tu n'auras rien. Si tu n'as pas d'odeur, tu n'as pas de couleur, mais tu ne peux pas créer du bleu si tu es en noir, ça ne marche pas. Donc, Saint-Louis a toujours été un joueur d'impact dans ses équipes. C'est un joueur qui a toujours apporté une dose de je dirais pas d'audace, mais une dose de leadership. C'est un gars qui est impliqué, c'est un gars qui a gravi tous les échelons. La ECHL, elle n'a jamais été repêchée. C'est un Hall of Famer, gagné le Coupe Stanley, gagné, je pense, 1 ou 2 championnats des compteurs. Médaille d'or avec l'équipe Canada aussi. Médaille d'or avec l'équipe Canada. C'est un gars qui mesure 5 et 7. C'est un gars qui a les jambons, les cuisses grosses comme nos deux têtes ensemble. C'est un gars qui a travaillé fort toute sa vie. Puis, comme tu dis, on a manqué le bateau. Pourquoi? On a jugé automatiquement. Puis, c'est encore les filles de médias québécois. Les fafans qui sont pas capables de voir plus loin que leur bout de données. Ce gars-là va apporter peut-être pas une Coupe Stanley, mais ils veulent l'avoir dans l'organisation. On ne sait pas s'il va rester en fin de l'année. On ne sait pas si ça va être un bon coach. On s'en va où, anyway, avec 37 matchs à faire? Tu veux-tu amener un gars comme Patrick Roy avec une équipe moribonde qui va péter des coches en arrière du banc pendant 37 rencontres? Puis après ça, en fin d'année, il va dire mais c'est de la maudite merde. Puis l'année prochaine, s'il ne gagne pas pendant 10 matchs encore, on va le mettre dehors encore. Arrêtez, là. C'est une ligue d'adultes. Ça va pas bien. Si la Ligue nationale, si le Canadien de Montréal décide de choisir Saint-Louis pour là, puis le mettre dans un autre poste l'année prochaine, puis d'engager un entraîneur d'expérience après ou un entraîneur qui va l'avoir, fine, il n'y a pas de problème. Présentement, c'est un win-win. C'est un gars qui va apprendre la recette, il veut voir comment c'est la Ligue nationale. Peut-être qu'il va être là pour les prochaines années. Puis tant mieux, tant mieux. Puis sinon, ça sera d'autres choses. Il sera dans un poste de dirigeant, il sera dans un poste avec Ken Hughes. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais comme tu dis, je pense que le point majeur,
c'est qu'encore une fois, c'est un Québécois. On crache dessus parce qu'il n'a pas voulu venir jouer, là. C'est quoi, 7, 8, 9, 10, 15 fois. Pourtant, il voulait venir jouer à Montréal 2 fois. Ça a été sorti dans les médias. Il voulait venir jouer 2 fois à Montréal, puis c'est le Canadien qui a refusé de le signer avec lui. Donc, il faut laisser la chance aux coureurs. Moi, j'aime l'audace. C'est normal que Ken Hughes et Jeff Gordon vont engager un gars qui connaît. Tu n'engageras pas un gars que tu n'as jamais passé en entrevue à Montréal. Tu as besoin d'un gars que tu as confiance. Tu as besoin d'un gars d'équipe, un gars qui a le cœur plus gros que le stade. Puis c'est ça qu'on a présentement. Moi, je pense que c'est audacieux. Mais je pense qu'on perd rien à l'essayer. On ne perd rien. C'est un Québécois, c'est un gars de Montréal, c'est un gars qui trippe. Puis même son père des médias, quand il a été nommé, il a dit à un moment donné, il va se faire mettre dehors. Mais c'est ça, Montréal. C'est des gens de même, c'est des gars de cœur que tu as besoin. Tu voulais du caractère. Moi, je pense que Martin Saint-Louis a autant, sinon plus de caractère que Patrick Roy. C'est juste qu'à la place de foutre une bâche dans la baie vitrée pour essayer d'arracher la tête de l'autre entraîneur l'autre bord, mais il va juste la regarder avec ses yeux de Maurice Richard, puis l'autre, il va probablement faire du step back un petit peu. C'est ça, Martin Saint-Louis. C'est un gars réfléchi. C'est un gars que tout le monde qui a parlé depuis 2 jours dit la même chose. C'est un gars que même au niveau Pee-Wee, ses équipes étaient structurées. C'est un gars qui est structuré. Vincent Cavalier en a parlé. C'est un gars qui a toujours été un coach dans l'âme, même quand il jouait. Il veut être coach à Montréal. C'est une chance, bordel. C'est ça qu'on fait. Tu sais, honnêtement, là aussi, ce que les gens doivent comprendre, puis qu'on dirait que plusieurs ne comprennent pas, c'est qu'il est là par intérim. Ça ne marche pas d'ici la fin de la saison. On n'est pas lié 4 ans avec, là. On est lié avec pour 37 matchs pour là. That's it. Fait que tu sais, on n'a rien à perdre. Puis de toute façon, tu auras engagé n'importe quel autre coach. Avec l'équipe présentement, la position qui sont au classement présentement, il n'y a rien à faire avec cette équipe-là. Tu aurais beau avoir Scotty Bowman derrière le banc de cette équipe-là, ça ne changera absolument rien. Fait que Bowman l'a dit lui-même. Fait que tu sais, rendu là, prends un gars comme Saint-Louis qui va apprendre la job. Si c'est pas fait pour lui, à la fin de la saison, ciao bye, puis on ramasse Shane Wright pareil à la fin de la saison. C'est ça le but. C'est de gagner la maudite loterie pour pire, repêcher deuxième, puis avoir Connor Bedard l'an prochain, on s'en fout. Mais le but, c'est plate à dire, mais c'est de terminer dans le bottom 3, avoir un bon pick, puis on passe à la prochaine saison parce qu'il n'y a rien à faire avec cette équipe-là. Fait qu'on prend un gars qui apprend sur le tas. Si ça ne fait pas, ciao bye, on ramasse un autre coach cet été, puis comme tu dis, rien n'empêche qu'on peut nommer Saint-Louis à titre d'assistant DG ou s'occupe du développement ou peu importe. Là, je suis sûr que le Canadien va être capable de trouver. Parce qu'honnêtement, je pense pas que le Canadien. Long terme. Je pense pas que le Canadien a emmené Saint-Louis dans l'organisation juste pour le faire essayer comme coach puis le sacrer dehors à la fin si ça ne marche pas. Je pense qu'on va y trouver une autre chaise là, au sein de l'équipe s'il ne veut vraiment pas faire ça. Mais en l'entendre parler aujourd'hui, Saint-Louis, à sa conférence de presse, ça fait longtemps qu'il se prépare pour être un coach de la NHL. Honnêtement, je pense que ça a l'air d'être quelqu'un qui fait ses devoirs. Puis comme tu as dit, à la conférence de presse, honnêtement, il dégageait déjà plus d'émotion, plus de caractère que Dominique Ducharme. Il avait l'air. Tu voyais qu'il n'était jamais à l'aise devant la caméra. Puis 2, à part dire que ça n'a pas roulé pour eux à soir puis qu'ils n'ont pas bien joué, il ne savait pas trop dire grand-chose. Là. Non, c'est plate pour Dominique. Puis, on en rit, mais c'est ça qui est plate. Mais moi, ce que j'ai aimé de la conférence de presse, c'est l'arrogance. La petite arrogance de non, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je veux faire. J'ai passé par toutes les étapes. Écoute, je suis pas ici pour niaiser. Coacher des gars de 15 ans, ou des gars de 25 ans. Le hockey, c'est le hockey. Tu sais, tu dégages le respect, tu dégages un petit peu d'arrogance, comme que tu as toujours eu quand c'est un joueur de hockey. Fait que comme ça, tu dis pourquoi pas. Les joueurs, là, tu sais, c'est Martin Saint-Louis qui rentre dans ton vestiaire à soir. Là. Je m'appelle Jeff Petrie, je m'appelle Cole Caulfield, je m'appelle Pitlick, je m'appelle Brendan Gallagher, puis je dis wow, là, tu sais. Brendan Gallagher a passé sa carrière probablement junior, puis a regardé des gars comme Martin Saint-Louis, là. C'est sûr et certain. Là. Puis il y a bien des joueurs, il y a bien des joueurs aussi qui ont joué contre Saint-Louis. Exactement. Pas v'là 15 ans, mais en 2014, il y a la finale. À 2014, c'est l'année que Radulov était là avec le Canadien. Saint-Louis jouait pour les Rangers, puis Gallagher était là aussi. Là. Fait que, il y a des joueurs qui ont joué contre, ils le connaissent, Saint-Louis, ils savent c'est quoi le type de joueur aussi qu'il est. Fait que, non, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, le manque d'expérience peut faire peur, mais je pense que c'est pas là qu'il faut regarder avec l'embauche de Saint-Louis. Puis, tu sais, moi la quote que j'ai aimé le plus dans l'embauche, dans la point de presse de Saint-Louis, c'est quand il a demandé pourquoi par intérim, puis tout ça. Dis-moi le terme là, du contrat, je m'en fous. Moi, donnez-moi une opportunité. Puis, je vais m'arranger avec ça, puis après ça, on verra à la fin de la saison si. Tu vois que le gars,
il veut relever le défi, puis il s'en fout. Ben, pas qu'il s'en fout, mais si ça marche pas, ça marche pas. Mais donnez-moi ma chance, puis je vais vous prouver que ça va marcher. Oui, exact. Puis il a dit, écoute, donnez-moi ma chance plusieurs fois dans son point de presse. On l'écoutait, moi, au travail, puis il disait, donnez-moi ma chance, faites-vous-en pas, je vais m'arranger avec ça. Puis je suis un gars qui a relevé des défis toute sa vie. C'est un gars qui marche au défi. C'est ce qu'on veut. Puis comme tu dis, tu veux avoir ce genre de joueur, ce joueur d'entraîneur-là avec cette stabilité mentale. Puis moi, je pense que c'est un win-win. C'est un intérim. Pourquoi qu'on lève des ponts et qu'on arrache des montagnes présentement? Là? 37 rencontres, on voit ce qu'on s'en va. Ça va déjà assez mal pour le Canadien. On peut-tu juste relaxer? On va voir comment ça va. Il y a des moves qui s'en viennent, on le sait tout. Là. D'ici la semaine prochaine, Kenyo, j'en ai parlé. La limite d'interaction, je pense que dans un mois et une semaine. Donc, ça s'en vient des moves qui vont se faire. Mais peut-être qu'un gars comme Martin Saint-Louis va donner la chance à les joueurs vétérans qu'on a, qui étaient peut-être un peu tannés. Parce que ce qu'on entend des rumeurs depuis 2 semaines, c'est fou, là. C'est fou. Le camp d'entraînement, c'est un camp de junior. Après ça, les vétérans n'ont pas aimé la façon qui est arrivé au camp. Ils n'ont pas eu une grosse été. Ça a été mal organisé. Pas de structure dans l'équipe. On entend ça depuis le début de l'année. Il ne faut pas virer fou. Là. Jeff Petrie, l'année passée, on l'a signé pour 5 ans. Là, puis c'était l'aubaine sacré du Canadien. Là. Puis là, cette année, on veut le mettre avec du béton dans les jambes et le pitcher dans le fleuve. Là. Fait que, à un moment donné, il va falloir faire attention. Là. Fait que Jeff Petrie reste un des meilleurs défenseurs offensifs des dernières années. C'est pas le meilleur joueur défensif. On va se le dire. Ça a toujours été ça. Mais on va en reparler plus tard. Là, mais le monde parlait de Piquet Souben cette semaine. Là. Jeff Petrie, Piquet Souben, là, on n'est pas vraiment loin dans un joueur de hockey. Là. Fait qu'il faut faire attention aussi. Là. Mais moi, je pense que le respect que ce gars-là va apporter dans une équipe, les vétérans vont s'asseoir en arrière d'un gars comme ça et vont dire ben, on a joué contre, on sait de quoi il parle, connaît la situation. C'est un ancien joueur qui ne fait pas très longtemps, ça fait quoi, 7 ans, je pense qu'il a pris sa retraite. Donc, il a connu beaucoup d'adversité dans sa carrière. C'est un gars qui va comprendre les joueurs, ce que probablement Ducharme ne pouvait pas faire. Il ne peut pas comprendre un joueur qui n'était jamais joué en Ligue nationale. Puis souvent, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entraîneurs que c'est des anciens joueurs. Tu sais, Rob Brennamour, quand il est arrivé avec les Hurricanes, là, tout le monde va dire ouais, mais c'est les Hurricanes, il n'y a pas de médias là-bas. Mais c'était rien qu'un joueur, là. Il n'avait jamais coaché nulle part. Là. Puis pourtant, ça fait 3 ans qu'on veut le nommer coach de l'année parce qu'il fait un job incroyable avec les Hurricanes. Mais c'est une organisation qui fait qu'une équipe est performante. C'est pas juste un coach, c'est pas juste un DG, c'est pas juste un président, c'est les 3 ensemble. Puis écoute, c'est 3 gars qui se connaissent. On va donner une chance au coureur, s'il vous plaît. On voit déjà des résultats ce soir. Oui, le Canadien perd 4-2 présentement, mais il domine les caps. C'est 34-20 les tirs pour le Canadien. Si le Canadien avait eu une performance de gardien de but moindrement bonne ce soir, puis c'est pas pour jeter la pierre à Caden Primo, c'est juste qu'il n'est pas prêt présentement, puis on continue à l'envoyer dans la gueule du loup. Ça, je comprends pas. Là. Mais si on avait moindrement une performance raisonnable d'un gardien de but ce soir, probablement que c'est 2-2 en ce moment avec 7 minutes à faire en troisième. Là. Oui, effectivement. Alors que si on regarde le match de mardi, hey boy. ça a été. C'est 34, 31 les tirs, mais 7-1, oh boy, c'est. Je pense que Max, on arrêtait dans l'alignement du Canadien puis il ne l'aurait pas vu. Ouais. C'est pathétique. Écoute, comme tu dis, ça donnait un petit air, c'est sûr. Je pense que le Canadien se présente à soir. Puis quand tu parlais de Primo, je pense pas que... En tout cas, moi, à Montréal, je le vois pas comme ça. Les gens crachent pas dessus. Il y a beaucoup de partisans, fans qui profitent de la situation pour dire que c'est un pic de merde encore. Mais moi, je pense que, visiblement, comme beaucoup de médias, on va parler de Marc-Olivier Beaudoin, on va parler de Stu Corwin, on va parler d'Eric Angels. C'est tous des gars qui il faut le descendre en bas. Là. Il a besoin de jouer peut-être à son niveau présentement. C'est beaucoup de jobs à Montréal. Il se fait traverser, il n'a pas de confiance. C'est sûr que c'est difficile. Puis, tu sais, je vais juste pointer ça pour Caden Primo. On a un vidéo qui circule sur Twitter. Là. Quand Caden Primo s'est fait retirer du match, la première chose que Martin Saint-Louis a fait, c'est quoi? T'as un petit coup sur les pads, puis il a dit, garde, c'est pas grave, tu sais. Fait que ça, c'est ce que les autres coachs n'auraient pas fait. C'est ça, Martin Saint-Louis. C'est un gars de cœur, c'est un gars qui comprend les situations, c'est un gars qui ne laissera pas personne tomber dans la chambre. Puis c'est probablement ça qui a fait que Ducharme est parti. Qu'on l'aime ou l'aime pas, que c'était une tête de hockey ou c'était pas une tête de hockey, c'est un gars qui a gagné partout Ducharme, mais il n'avait pas cette prestance-là dans le vestiaire. Puis ça lui a coûté son emploi. Écoute, on va poursuivre dans la même veine des coachs là, qui perdent leur job parce qu'à Edmonton aussi, une annonce là, qui a été faite aujourd'hui. Ouais. Et Dave Tippett qui a perdu son emploi avec les Oilers. Et je vais tout de suite lancer cette question-là.
Est-ce que c'est encore une fois une situation où le coach est coq pour l'incompétence du DG qui est au-dessus? Vous l'aimez pas, Ken Nolan, hein? Oh boy, que C'est vous pas une l'aimez question pas. de pas aimer Ken Holland. Ça aurait été n'importe quel GM. Ah ouais. Pourquoi tu Non, n'as je toujours pas comprends. de gardien numéro 1 qui a de l'allure à Edmonton après 7 ans? Ouais, moi, je pense que si on serait plus dans le jargon des Oilers, on pourrait peut-être diguer, savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, je pense qu'il n'y a pas autant de personnes qui veulent jouer là-bas. Puis là, ce qui ressort de plus dans les médias puis dans les personnes à qui que je parle au niveau de la Ligue nationale puis alentour du jargon de la Ligue nationale, c'est est-ce que le problème serait Connor McDavid? Donc, est-ce que les compromis de Connor qu'il ne fait pas vont jouer encore longtemps avec les entraîneurs ou la direction? Écoute, c'est sûr que c'est facile à blâmer, qu'il y a 4-3 en passant à 15e de scoré. Donc, on en parle et on en parle depuis longtemps. On les voyait aux semaines, nous autres encore cette année. Caulfield, deuxième but en passant. Oh! Ouais, Caulfield, deux buts ce soir. Saint-Louis va relancer Caulfield. Et 40 voilà. tirs contre 20, 5 minutes à faire, 2 buts pour Caulfield. Bon, on est parti, on sort la bouteille. Checkez bien médias demain. Caulfield est relancé. C'est Saint-Louis sûr. a relancé Caulfield. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, bref. Donc, un petit outside pour parler. Donc, on revient au Haller. Je pense que le problème va être une prise de conscience. On a des très bons joueurs dans cette équipe-là, mais on n'a pas de défenseurs. On n'a pas vraiment d'unité défensive. On n'a pas non plus de bons gardiens de but. En même temps, on laisse beaucoup trop de chance aux équipes adverses. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses un peu ce que comme les Capitals ont fait là, peut-être un 6-7 ans avec Barry Trotz. Comprendre que oui, tu peux être tellement une bonne attaque, mais il faut que tu joues défensivement aussi, que tu sois plus responsable. Puis je pense que c'est là qu'on est rendu du côté des Oilers. Il faut amener des vétérans qui sont capables de changer peut-être l'image de ce vestiaire-là en disant écoutez, les boys, il va falloir se sacrifier. Il va falloir bloquer des tirs. Il va falloir que toi, Draisaitl, tu bloques des tirs, puis que toi, Connor, tu reviennes en repli défensif. Puis que ça se peut que tu ne marques pas toujours 135 points par saison. Moi, je pense que c'est là qu'on est rendu au niveau des Oilers. Ken Nolan, pour moi, je pense qu'il y a plus les mains liées qu'on le pense. Au niveau des gardiens, parce qu'il y a déjà des contrats présentement qui sont pas super chers, mais on n'a pas de gardien non plus présentement qui viendrait signer peut-être avec les Oilers. Puis il ne faut pas oublier le fait que c'est au Canada, ça n'aide pas présentement. On sait comment que ça fonctionne avec le COVID et tous les problèmes. Oui, l'Alberta a maintenant enlevé tout ce qui est passeport vaccinal et masques, mais ça reste qu'on est encore au Canada. Donc, moi, je pense que c'est pas si facile que ça pour Ken Holland. Et je le défends pas parce que c'est un ancien des Red Wings. Je vais juste le faire en pensant que si je serais dans les mêmes bottines que lui présentement, avec tout le talent offensif qu'on a dans cette équipe-là, on n'a peut-être pas les ressources ou les personnes cibles à aller chercher. Il leur faudrait comment ça s'appelle l'ancien Canadien est passé, là, qui est rendu avec le Lightning, parce que j'ai un méchant blanc, là. Le vétéran là, qui joue avec les Canadiens l'année passée, qui est rendu le Lightning. Ah, Perry. Corey Perry, bon. Il faudrait parce que je cherchais un gardien de but. Je pensais que oui, non, je cherchais un joueur. Donc, il faudrait un gars comme Corey Perry pour ramener là, un peu d'esprit d'équipe dans cette chambre-là, pour montrer que, garde, oui, il faut se sacrifier, les gars. Oui, j'ai eu des grandes carrières, moi aussi. Mais là, présentement, moi, je trouve que c'est un festival offensif là-bas. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui dirigent. Puis on l'a toujours vu. Je pense pas que McDavid est un mauvais leader. Je pense juste qu'il n'est pas bien entouré. Écoute, c'est vrai que ça ne doit pas être évident du côté de Ken Holland d'essayer d'emmener un gardien de but via le marché des joueurs autonomes. Mais essaye via des transactions. Là. Je veux dire, ces transactions, le joueur n'a pas le choix de s'en venir avec toi si tu réussis à faire une entente. Là. Fait que, tu sais, puis honnêtement, c'est pas. Tu sais, admettons, là, c'était juste un problème qui dure depuis 2 ans. Je dirais, bon, OK, c'est vrai que c'est dur. Mais ça fait tellement longtemps qu'Edmonton, on n'a pas. Je pense depuis Dwayne Roloson, je ne me souviens plus d'un gardien qui a été dominant du côté des Oilers. Puis encore là, je dis dominant. Roloson n'a pas été dominant, mais ça a été un numéro 1 quand même respectable. Mais depuis ce temps-là, je pense même pas que les Oilers ont réussi à mettre la main sur un gardien qui a de l'allure. Puis ça fait un bout, là. C'est un peu. Le problème des Oilers présentement, c'est le même problème que le Canadien pour trouver un joueur vedette offensif. Là. Ça fait des années qu'on ne réussit pas à le trouver, ce joueur vedette-là. Puis les Canadiens, je les blâme aussi pour ça. Puis il y a eu plusieurs GM qui sont passés à travers ça, puis ils n'ont toujours pas réussi à régler le problème. Mais les Oilers, là, honnêtement, là, dans ta to-do list, là, gars, mettons, là, je vais te montrer une page blanche. Là. Check bien.
tes besoins, là, seraient censés, mettons, énumérer d'être 7, là, puis ta priorité devrait être tout juste en haut ici, gardien numéro 1 en majuscule, souligné au crayon jaune, surligné avec 48 traits en dessous pour être sûr qu'ils voient que c'est ça. Parce que c'est juste ça qui manque aux Oilers. Ils commencent à avoir une défensive qui commence à avoir de l'allure un peu avec les jeunes qui s'en viennent. Tu as Evan Bouchard qui est là, Philippe Broberg qui va sûrement monter éventuellement. Tu as les joueurs offensifs, manque peut-être un peu de profondeur, mais tu as quand même deux des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue en Connor McDavid et Leon Draisaitl. Tu as quand même des joueurs intéressants, Paul Harvey, Yamamoto, ces joueurs-là qui malheureusement ne réussissent pas à trouver tout le temps leur épingle du jeu, mais ils sont quand même capables d'apporter une certaine production offensive. Mais devant le filet, là, c'est ça qui fait couler les Oilers présentement. C'est juste ça. Je suis d'accord. En tout cas, ça me frustre parce qu'évidemment, c'est une équipe canadienne, puis les équipes canadiennes, on veut les voir performer. Si c'était les Coyotes de l'Arizona qui avaient ce problème-là, ça passerait 6 pieds par-dessus ma tête. Là. Que ça aurait une bonne raison de déménager encore plus. Là. Mais là, c'est les Oilers. C'est une équipe qui est le fun à regarder. C'est une équipe offensive qui est le fun, mais bon, on dit que c'est pas facile devant le filet des fois. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est dommage parce que souvent, il ne manque pas grand-chose pour une formation de Ligue nationale pour gagner la Coupe Stanley ou se rendre en playoff. Puis on le voit, hein, ça a été un problème à Toronto longtemps aussi. On espère que Toronto, ça va changer cette année. Mais c'est le même principe. Puis tu as raison. Je pense que la priorité doit être là au niveau des Oilers l'année prochaine. Puis je viens de te dire que finalement, le but de Concorfait a été refusé parce qu'il y avait un offside à l'entrée de la zone. Ah, ça, c'est tellement plate, ça. Oh. Let's go, Colt. On va en mettre un autre. Exactement. Donc écoute, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, c'est une équipe excitante à avoir joué. Je me suis couché tard plusieurs fois cette année déjà pour les regarder jouer. Je check souvent leur sommaire pour savoir non seulement si McDavid ou... Connor McGregor. Connor McGregor. Si McDavid, on se carré. Mais en même temps, c'est comment ils fonctionnent parce qu'on veut toujours les voir en séries éliminatoires. Donc, écoute, c'est difficile. Donc, du côté des Oilers, c'est Jay Woodcroft qui va prendre la place de Dave Tippett. De ce que je peux comprendre, c'est un coach qui était avec les Condors de Bakersfield dans la AHL. Ouais. Donc, une promotion pour lui. Est-ce que ça va donner le coup de fouette que les Oilers ont besoin? Parce que c'est sûr que du côté de Dave Tippett, ce qui n'aidait pas ce coach-là, c'est qu'il était souvent réputé pour jouer défensif. On a vu avec les Coyotes de l'Arizona, avec Mike Smith dans ses belles années. Qui était capable de faire fonctionner cette équipe-là avec pas beaucoup de talent. Là, je ne sais pas s'il a voulu essayer d'inculquer le même plan de match avec les Oilers, mais une équipe qui est beaucoup moins structurée défensivement, qui n'a pas les ressources nécessaires. Peut-être. Est-ce que le style de Dave Tippett ne fitait pas avec les Oilers? Ça se peut très bien aussi. Mais je persiste et je signe, encore une fois, tant qu'ils n'ont pas un gardien qui va être meilleur que Koskinen et Mike Smith. Oui, l'équipe va peut-être faire les séries, mais ils ne verront pas tard, ça, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis ça revient à la même recette qu'on en parle depuis tantôt. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Warcroft, qui est l'entraîneur qui s'en vient, fait intéressant. Ken Nolan l'a engagé avec les Red Wings dans le temps au niveau du... c'est lui qui s'occupait du vidéo. Puis là, il faut que le chemin fait bizarre. Donc, on parle ici de Ken Hughes puis Jeff Gordon qui ont engagé Martin Saint-Louis parce qu'il avait confiance. Mais on voit que Ken Nolan est allé chercher encore une fois à remonter un gars qu'il connaît pour diriger les Oilers. Donc là, le monde du hockey, c'est petit, hein? Puis on fait confiance aux personnes qu'on connaît. Donc, c'est une très longue amitié entre ces deux-là. Donc, c'est pour rien que c'est lui qui a monté là, présentement. Écoute, on va passer maintenant au volet olympique. Le plus intéressant. Le volet olympique, parce qu'évidemment, équipe Canada, autant féminin et masculin, là, qui joue présentement aux Jeux olympiques. C'était l'entrée en scène aujourd'hui de l'équipe canadienne masculine qui a remporté leur match. C'est 5-1. Je n'ai pas regardé, je m'excuse, je vais me fier sur 5-1. Donc, rentrée réussie pour le Canada. Est-ce que tu as vu un peu des highlights pour le match? Oui, c'était une super bonne rencontre. Écoute, domination des Canadiens quand même. C'est sûr qu'on jouait contre les Allemands, qu'eux autres non plus n'avaient pas quand même de joueurs vedettes. Mais on avait beaucoup de... on n'avait pas vraiment de présomption si c'était pour bien aller ou pas, mais on avait vraiment hâte de voir les Canadiens, comment c'était pour fonctionner. Et on a vu une équipe qui était quand même... c'est le Canada, hein? C'est le fun d'avoir des joueurs qui, un peu partout dans le monde, jouent présentement et qui sont quand même capables de performer. Donc, ça a été un très, très bon match des Canadiens ce matin. Et on va y aller, là. Ça s'en vient éventuellement dans les prochains jours. On va regarder ça.
Et du côté féminin, une domination totale des Canadiennes qui dévissent équipe après équipe. Même une belle victoire là, contre les États-Unis récemment. Donc, pas seulement que ça va être les deux équipes qui vont s'affronter en finale. Évidemment, je ne veux pas avancer trop, mais souvent, c'est ce qui arrive du côté du hockey féminin. Mais ce qui me surprend aussi, on regarde ça, parmi les 10 meilleures joueuses dans les pointeurs, il y en a 8 que c'est des Canadiennes. Les 7 premières, c'est des Canadiennes. C'est Nathalie Spooner là, qui mène avec 11 points. Puis le pire là-dedans, c'est que Marie-Philippe Poulin, qu'on voit comme la capitaine et la meilleure joueuse de l'équipe, est 4e présentement. Fait que ça montre à quel point il y a tellement de profondeur dans cette équipe-là. Sarah Nurse, là, qui est à égalité avec elle. En fait, Briannie Jenner aussi avec 8 points. En fait, en réalité, Poulin serait 2e à égalité avec 2 autres joueuses. Mais Spooner connaît tout un tournoi présentement. Écoute, là, je ne peux pas te défiler la liste, là, mais il y a tellement de joueuses canadiennes dans ce top 10-là. Et les 2 autres, c'est des Américaines. Fait que ça vient un peu confirmer ce que je disais. D'après moi, ça va être un rematch Canada-États-Unis en finale. Mais honnêtement, très content de voir l'équipe canadienne être aussi dominante. Puis en plus, ils ont dû jouer un match avec le masque au visage contre l'équipe russe. Ça n'a pas dû être évident, ça, pour vrai. Là, ça, là. Il était fâché, les filles. Ça va être tough. Honnêtement, là, jouer avec un masque d'en face de même, là. Écoute, puis moi, ce que je trouve le plus percutant, c'est la statistique suivante. Donc, on a 33 buts comptés en 4 rencontres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit des fois avec l'équipe américaine, l'équipe canadienne, quand ils prennent des équipes comme le Japon, puis des équipes moins fortes dans le hockey masculin. Mais écoute, c'est assez incroyable de voir le nombre de lancers, le nombre de choses. Écoute, ils ont 194 lancés en 4 rencontres. C'est quand même assez incroyable. Là. C'est quasiment 50 lancés par match. Donc, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Puis, il y a une belle histoire qui se raconte dans ces Jeux olympiques-là présentement. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. Je ne sais pas si tu suis un peu un peu comment ça fonctionne. Mais c'est la Chine, je crois, qui a battu une coupe d'équipe déjà. Donc, c'est la Chine ou c'est le Japon? Est-ce que je me souviens pas? Là? Un petit peu. Là, tu m'en poses une bonne tape. Je vais regarder voir La Chine qui a battu le Danemark 3-1. Et après ça, a battu le Japon 2-1. Le Japon a battu la République tchèque aussi 3-2. La République tchèque 3-2. Donc, c'est le fun à voir. Écoute, puis les Suédois qui ont gagné seulement 2-1 contre la Chine. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est dans leur coin du monde. Mais écoute, c'est le fun à voir. Puis il y a des belles histoires qui se font. Et encore une fois, on va avoir un choc de distance sûrement en finale. Là. Les Américaines, on n'en parle pas beaucoup, là, mais les Américaines, présentement, à part le Canada, qui ont gagné 8-0 contre la Suisse puis 5-0 contre le Rock, le reste des États-Unis, le reste de la Russie. On va l'appeler comme ça. Donc, ça va être intéressant de voir, vraiment intéressant de voir. Puis j'ai hâte de voir si les Américains vont dévisser aussi les Tchèques. Je pense que c'est cette nuit, je crois, à minuit. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais c'est vraiment un beau tournoi. C'est le fun de voir que nos équipes canadiennes, malgré la pandémie, ils font bien. On voit que les filles sont affamées. Puis j'écoutais l'ancienne joueuse, j'ai perdu son nom, là, Caroline Ouellette, sûrement. Caroline Ouellette qui parlait aujourd'hui, qui disait que depuis l'arrivée enceinte du nouvel entraîneur, les filles sont encore plus performantes, sont mieux entraînées. Écoute, je suis vraiment content d'apprendre ça. Puis c'est le fun de voir qu'on développe notre hockey comme ça. Il y a plein de petites filles qui en rêvent de se rendre là. Comment serait le temps qu'on se déniaise ici? Donc, je suis vraiment content. Puis je vais suivre le hockey féminin, moi, le plus possible, là, le plus longtemps possible. D'ailleurs, les Canadiennes là, qui vont être en action demain contre la Suède, ce serait déjà les quarts de finale, si je comprends bien. Donc, c'est un tournoi qui avance quand même assez rapidement. D'ailleurs, l'autre match de quart de finale, c'est justement les États-Unis contre la République tchèque de cette nuit. Donc, encore une fois, moi, je m'attends à une finale Canada-États-Unis et la finale qui devra avoir lieu, si je regarde le calendrier. Écoute, on ne pourra pas avoir une finale États-Unis-Canada, je pense. Ah, ben en fait, un peu. Là, c'est les quarts de finale. Fait que ça veut dire qu'après ça, ils vont avoir des demi-finales. Donc, la finale serait seulement... le match de médaille d'or serait le 17, donc jeudi prochain. Donc, dans une semaine, le match de médaille d'or. Si je suis le tableau des éliminatoires, là, Canada contre la Suède,
Dans la même bracket, c'est les États-Unis contre les Tchèques. Donc, les deux gagnants vont s'affronter en demi-finale. Et de l'autre côté, c'est Finlande-Japon contre les Russes et les Suisses. Donc, ça veut dire que Canada et les États-Unis ne peuvent pas jouer en finale d'abord. Exactement. Donc, d'après moi, ça va être une demi-finale Canada-États-Unis. Puis après ça, il va y avoir un match de la médaille d'or contre la Finlande, le Japon, les Russes ou les Suisses. Si je comprends bien comment le tableau est fait, là. Ou à moins qu'il y ait rendu en semi-finale, peu importe qu'il y ait un réarrangement du tableau. Là, je sais pas. Hey, ça serait poche que la finale, ça soit genre Canada-Suède, puis que Canada, mettons, Suisse, puis ça finit 12-0 pour le match de la médaille d'or. Ça serait bizarre. Parce que si je vois ça comme ça, on dirait que c'est de cette façon-là, puis les deux équipes perdantes dans la demi-finale vont jouer la médaille de bronze, comme toujours. Écoute, je vais surveiller ça parce que, écoute, ça pourrait être un choc des titans seulement en semi-finale. Donc, on pourrait avoir la chance d'avoir une autre médaille d'argent autre que les États-Unis ou le Canada, ce qui pourrait être intéressant. Un petit peu. Intéressant. Écoute, on va passer à la section. On fait un petit tour d'actualité rapidement. Ouais. Je vais te laisser aller vu que tu as noté quelques sujets. Donc, on va commencer avec Tuukka Rask, qui a eu un revirement de situation incroyable dans son cas. Lui qui essayait de revenir au jeu avec les Bruins, mais finalement, coup de théâtre, il annonce sa retraite. Terminé. Oui, écoute, puis dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment des bonnes intentions. Écoute, Tuukka Rask a été les gardiens des Bruins de 2007 à 2022 quand même, si on prend les 4 rencontres qu'il a joué cette saison. 2 victoires, 2 défaites, mais je pense que c'est vraiment la qualité du jeu et de ses blessures qui font la différence. Jouait pour 844, 4,28 de moyenne de buts alloués par rencontre. Donc, juste ici à Montréal qu'on tolère ça. Donc, Tuukka Rask en avait son casse et a dit « Merci beaucoup, bonsoir. Je prends ma retraite à 34 ans seulement. » Donc, il était plus jeune que moi. Ça me vieillit en tabarouette, ça. Donc, écoute, belle carrière pour Tuukka Rask, qui a été le membre des Bruins de A à Z. C'est un gars, je pense, qui va avoir son nom marqué dans l'histoire des Bruins aussi, non seulement pour sa façon de jouer, mais aussi le caractère qu'il a apporté. C'est quand même un gars qui a 300 victoires en carrière en 560 matchs environ. Donc, c'est un gars qui a apporté beaucoup aux Bruins dans les années. 52 blanchissages quand même en carrière. Quand tu regardes ça, les gars qui ont 70 blanchissages et plus, souvent ont joué entre 800 et 900 matchs en carrière. Donc, lui, il a seulement joué 564. Donc, c'est une ère qui finit avec les Bruins. On a quand même des joueurs en tour, des goalers qui s'en viennent aussi dans l'organisation. Mais je pense qu'on tourne une grosse page de l'histoire des Bruins. Et ça a été une belle rivalité avec le Canadien. On sait qu'il y a toujours eu de la misère à jouer contre le Canadien, sauf dans les 2-3 dernières années. Donc, bravo Tuukka Rask. Félicitations pour ta belle carrière. Et je te souhaite bonne chance dans le futur. Écoute, du côté des Bruins, c'est sûr que c'est un peu dommage, mais en même temps, je pense pas qu'il y avait besoin de Tuukka Rask. Ils ont déjà Linus Ullmark puis Jeremy Swayman. Ouais. Je pense que c'est peut-être aussi un autre motif qui fait en sorte que Rask a accroché ses jambières, sachant qu'il n'allait pas mettre nécessairement les Bruins dans le chenoute en prenant sa retraite, qu'il aille soigner ses blessures puis qu'il ait une belle après-carrière. Peut-être qu'il va se joindre aux Bruins là, pour un poste là, éventuellement, ou peut-être qu'il va retourner en Finlande là, chez lui et se reposer. Mais comme tu as dit, là, bravo à Tuukka Rask et bonne chance là, pour ta retraite, mon cher. Exactement. Donc, si je vois que les mentions honorables rapidement de la semaine, on n'a pas beaucoup cette semaine. Je voulais qu'on parle de Camille Granato. Pourquoi je veux parler de Camille Granato? Premièrement, parce qu'elle a été nommée assistante GM avec les Canucks de Vancouver. Donc, on va joindre Émilie Castonguay, donc 2 femmes qui se joignent aux Canucks. Exactement. Donc, c'est qui Camille Granato? Mais c'est une des premières femmes qui a été inscrite au titre de Hall of Famer. Donc, c'est une femme qui a joué longtemps au hockey, là, de 90 à 2005. C'est une fille aussi qui a joué à Montréal avec Concordia Université de Concordia. Il y a eu plusieurs parcours dans sa carrière. Gagné les Olympiques, la médaille d'or en 98, la médaille d'argent en 2002. Et c'est une femme aussi qui a vraiment mis au monde le hockey américain parce que c'est une Américaine. Donc, c'est l'une des premières et l'une des pionnières à avoir joué avec les jeunes hommes, les jeunes adolescents au niveau de l'école. Et ensuite de ça, a gravité un petit peu dans le hockey féminin. Donc, c'est une mention honorable pour elle parce que c'est le fun de voir que les femmes prennent de place. Puis bravo aux Canucks de Vancouver. C'est audacieux. On parle d'audace depuis le début du podcast, mais c'est aussi audacieux d'inviter des personnalités comme ça qui sont fortes puis de les faire travailler dans un jargon masculin parce qu'on va se le dire, la NH, c'est les masculins pas mal. Donc, félicitations.
Et d'ailleurs, petit potin aussi, côté relation de couple et tout ça, eh bien, c'est la femme de Ray Ferraro aussi. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont entendu ce nom-là à travers les médias et tout ça, ben, c'est la femme de celui qu'on affectionne tant dans les jeux d'NHL avec ses analyses. Exactement. Exactement. Deux petites mentions rapides. Sidney Crosby devrait atteindre le plateau des 500 buts en carrière cette semaine. On le souhaite. En soir, ils sont en train de jouer présentement et il n'a pas compté encore. Non, ça a fini 2-0. Il y a eu une pause seulement. Bon. Et voilà, donc notre Hall of Famer à s'en venir qui va probablement atteindre le plateau des 500 buts. C'est rien contre Ovechkin, mais c'est les deux joueurs des 15 dernières années qui leur ont fait le plus vibrer. Et encore une fois, avec les Penguins cette année qui nous impressionnent, Crosby fait partie de la raison pourquoi que les Penguins nous impressionnent pour son retour. Donc, et encore dans le top 20 des meilleurs scoreurs de la Ligue en ayant manqué, je pense que c'est 17 ou 18 rencontres. Donc, fidèle à ses habitudes. Et la dernière chose, je vais prêcher de ma paroisse encore parce qu'on a vérifié tantôt et je voulais mentionner que présentement, les Red Wings ont les joueurs recrues les plus performants de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que Maurice Seider est premier au niveau des défenseurs avec 31 points. Lucas Raymond est premier avec 37 points. Et on ne parle jamais de Alex Nedeljkovic parce que pourquoi on pensait les deux qui étaient plus une recrue tantôt, ça m'a fait penser ça. Mais c'est une recrue cette année et donc est premier chez les recrues au niveau des gardiens de but. Donc, l'avenir est belle pour les Red Wings. Fait que ça va donner peut-être un petit coup de poing ou un petit coup de pied aux Canadiens qui peuvent faire bien dans les prochaines années aussi. Donc, je vais le mentionner. Eh bien, juste avant de passer sur réception, parce que ça a l'air que tu as deux KCSA aussi cette semaine. J'ai deux. Là, 3 podcasts, on a commencé à faire les KCSA parce qu'on avait parlé du fameux coup de pied. Le coup de pied du coach. Mais à chaque semaine, maintenant, je prends des notes. Écoute, mon premier KCSA, on en a parlé un petit peu, fait que c'est pas quelque chose que tu sais pas, mais le deuxième, tu sais pas c'est quoi. Le premier, c'est Rosie DiMano du Toronto Star qui a dit que le hockey féminin ne devrait pas être aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que c'est ça? Je pensais qu'on était rendu ailleurs. Elle a seulement dit que les deux nations importantes et élites du hockey féminin étaient le Canada et les États-Unis. Écoute, faut que tu commences à quelque part, grande. Puis je pense que de dire ça me surprend aussi ça me surprend que ça vienne d'une femme, surtout, qui dit ça. Une femme? Moi, j'aurais pensé que ça aurait été un petit commentaire misogyne là, d'un ancien joueur de la NHL qui dit genre ah, les femmes, ça sait pas jouer au hockey, blablabla. Mais que ça vienne d'une femme, ça m'a surpris pas mal. Oui, puis d'une femme de Toronto, là, c'est une femme qui est dans le jargon torontois. Donc, écoute, je ne l'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est ça, madame? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en 2022 présentement, mais les femmes ont de plus en plus besoin de ton support. Et c'est Caroline Ouellette qui en parlait justement, puis qui disait, je pensais pas, honnêtement, elle a pété une coche sur Internet en disant que c'est quoi ces affaires-là. Puis elle a dit, on retourne en arrière de quoi, 10 ans à cause de ça. Donc, qu'est-ce que c'est ça pour Rosie DiMano? Puis l'autre, mais c'est notre joueur préféré. Je sais pas si tu as entendu ça sur le podcast de Blackballed avec James DeFiore. Moi, j'écoute des podcasts un petit peu bizarres un peu partout dans le monde. Donc, on sait que la saison finit dans à peu près 2-3 mois, les playoffs. Donc, dans 7 mois, ça va être les camps d'entraînement de la Ligue nationale. Si on le sait, dans 7-8 mois, ça va être rendu là. Donc, on a un joueur qui a pris sa retraite en 2012, qui a patiné à peu près 6-7 fois selon lui depuis les 10 dernières années et qui veut faire un comeback à 42 ans. Jeune homme, Sean Avery. Non, Sean Avery a dit qu'à 42 ans, il préfère un comeback de la Ligue nationale. Écoute, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Selon moi, c'est aussi pire que le coup de pied des fesses du coach. Que c'est ça? Que c'est ça? Il était mauvais à 30 ans. À 42 ans, dans une ligue qui est rendue encore plus rapide. Je capote. Mais il n'y a plus beaucoup d'hommes forts non plus, donc il ne peut même pas dire qu'il va jouer un rôle d'homme fort. Ben, il ne l'a jamais vraiment été. Il était plus un animeur de feu que d'autres choses. Mais au-delà du fait qu'il a 42 ans, je ne vois même pas à quoi il va servir à une équipe d'un NHL. Exact. Puis écoute, moi. Ligue nord-américaine, anytime. Ça sera un méchant joueur pour faire un show. Mais NHL, vraiment. Puis le pire là-dedans, c'est que je vais te lire les passages. Là, il veut spécifiquement jouer pour une seule équipe, le Lightning de Tampa Bay. Puis ça, c'est l'équipe que je veux jouer avec. C'est la meilleure team, c'est la ville, la place que je veux vivre. Puis je veux mettre mon American Grade hat dans les interviews. Donc, écoute,
C'est du bonbon. C'est sûr qu'il ne peut pas être sérieux, mais il est vraiment sérieux dans ses explications. Puis il dit qu'il va être prêt à faire du trash talk à son retour dans la Ligue nationale. Écoute, que c'est ça? C'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça. que j'ose croire qu'il n'y a aucun des 32 DG qui vont lui lancer un coup de fil. En tout cas, du moins, ça se peut pas. peut-être à part Ça les se Cards peut de pas. l'Arizona pour remplir un chandail, là, mais sinon... Écoute, ça se peut pas. Et voilà, c'était mes questions de la semaine. C'est toujours du bonbon. J'avoue que tu m'as surpris avec ton deuxième. Que c'est ça, je l'avais pas vu passer celle-là. Mais bon, là, c'est maintenant le moment où que tu vas me challenger avec tes questions. Oui, yes, on est rendu Donc, sur vas-y avec le segment sur réception, mon cher. Yes, donc écoute, avec des confitures, avec le congédiement du charme, on est rendu avec DJ Smith, OK, qui est l'entraîneur avec la plus longue longévité au Canada, avec 169 rencontres. Donc, à peu près 2 saisons. OK, 2 saisons et un petit peu plus. Donc, ma question, selon toi, on change souvent nos entraîneurs au Canada, mais pourquoi? Parce que les équipes canadiennes n'ont pas de succès depuis les 10 dernières années. Pour vrai, je ne sais pas ce qui se passe au Canada, mais on a tout le temps des équipes intéressantes, mais que ça aboutit pas. Tu sais, les Flames avaient semblé avoir un bon noyau, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Là, ça commence à avoir de l'air un petit peu correct depuis que Sutter est revenu. Les Oilers, ben, on change de coach parce que, bon, encore là, pas de goaler qui vient sauver cette équipe-là. Puis aussi, je ne sais pas s'il y a un petit peu la chimie avec McDavid que ça passe pas. Souvent, les joueurs vedettes ont un veto malheureusement là-dessus aussi. Sinon, si on regarde Vancouver, ben c'est Vancouver. Ils ont des joueurs intéressants, mais encore une fois, ça ne débloque pas non plus. Écoute, c'est une bonne question, mais c'est sûr que lorsqu'on regarde dans les dernières années, les équipes canadiennes n'ont jamais vraiment bien performé. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on a eu 4-5 clubs canadiens dans les séries en même temps? Je ne peux même pas te dire. C'est tout le temps 1 ou 2 par année, gros top. Fait que, non, honnêtement, Bon, je sais pas, pour vrai. C'est vrai que c'est étrange qu'on change autant de coachs au Canada, mais en même temps, pas mal sûr que si on fait le tour aux États-Unis, il y a quelques équipes aussi qui en font des changements de coach assez récurrents. Donc, je n'ai pas de réponse vraiment précise. Est-ce que tu penses que c'est parce que justement on est au Canada puis on a tellement de pression sur les équipes que les entraîneurs sont pas cadrés parce qu'on ne donne pas de chance? Tu penses-tu? Ça pourrait. Écoute, on pourrait élaborer 1000 raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas au Canada, mais c'est sûr que en étant. Au Canada, c'est des gros marchés. Là, à part Ottawa, que c'est peut-être pas le plus gros marché, mais c'est quand même une équipe qui est suivie pas mal au Canada. Là, tu as Montréal, Toronto, les gros marchés. Vancouver, c'est un gros marché dans l'Ouest. Edmonton, ça vit que pour le hockey parce que sans vouloir insulter les gens là-bas, il y a pas mal juste ça, le hockey là-bas, le froid. Ouais. Calgary, il y a le Stampede aussi, là, mais on s'entend que les Flames, c'est la grosse équipe là-bas. C'est peut-être ça, par exemple. C'est des gros marchés parce que c'est les équipes principales de ces villes-là. Fait qu'on veut que ça fonctionne. Puis quand on voit qu'après 2-3 ans, il n'y a pas de progrès, ben on échange puis on s'en va. Parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, exemple, là, je vois que les Rangers, c'est pas tant un bon exemple parce que c'est quand même une grosse équipe, mais mettons les Bruins, si ça va pas bien pendant 2-3 ans, ben, tu sais que tu vas avoir les Patriots, tu sais que tu vas avoir les Red Sox au pire, puis les Celtics au pire. Fait que, même si les Bruins, c'est une équipe majeure là-bas, c'est peut-être pas elle qui retient le plus l'attention. Fait que tu peux te permettre, entre guillemets, d'être mauvais pendant une couple de saison, puis pas nécessairement changer de coach. Mais au Canada, ben, vu qu'on a, à part les Raptors qui ont les Blue Jays, puis les Raptors, les autres villes canadiennes, il n'y a pas des gros clubs à part la Ligue canadienne de football, mais sans vouloir insulter la Ligue canadienne de football, c'est pas la même vibe qu'une équipe de la NHL. C'est pas pareil pantoute. Là. Non, du tout. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que c'est l'équipe principale des villes, donc on veut qu'il y ait du succès, puis quand ça va pas assez vite, on change. Ouais, c'est une bonne réponse. Deuxième question. Quel joueur mérite le meilleur retour cette saison? Je t'en nomme 3. OK? Oui, 3. Joe Pavelski, Dylan Larkin ou Timo Meier? Lequel, selon toi, mériterait le joueur qui revient le plus? C'est celui qui a le meilleur kick cette année versus ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années. Honnêtement, j'irais avec Pavelski parce que
C'est pas lui qui est censé leader l'offensive des Stars, puis c'est lui qui le fait présentement à l'âge qu'il a. On entend tous les Tyler Seguin, les Jimmy Benn, les Radulov, saison assez misérable cette année pour ces joueurs-là. Il y a Robertson là, qui va quand même bien. Il y a aussi Rookie Ince, mais Pavelski qui est un vétéran, que c'est pas vraiment à lui de transporter l'équipe sur ses épaules, mais c'est lui qui le fait présentement. Mais Timo Meier et Larkin seraient aussi deux bons choix. Mais en même temps, l'offensive est censée passer par eux, donc c'est pas tant surprenant qu'il y ait des performances de la sorte. Mais Pavelski, je dois lever mon chapeau parce que je ne pensais pas qu'elle allait être aussi performant cette année. Je pense que c'est notre surprise cette année pour tout le monde. Puis écoute, c'est le fun de voir qu'un gars de 37 ans peut quand même fournir. On avait Ovechkin, et là, on a Pavelski aussi qui fonctionne. Donc, écoute, j'aime vraiment ça parce que c'est la réponse que je l'aurais donnée moi avec. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, Dylan Harkins, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait longtemps, même si c'est des saisons moyennes depuis 2 ou 3 ans, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et là, il commence à avoir une équipe pas mal plus bonne alentour de lui. Donc, on voit que son talent, c'est plus facile pour lui de coter des points. Même chose pour Timo Meier, malgré que les Sharks sont un peu à la dérive depuis quelques années. Mais c'est un joueur qui est supposé être de premier plan là-bas. Donc, écoute, tu as vu juste dans mon petit piège. Mais honnêtement, si tu ne m'avais pas donné le choix de réponse, que j'aurais pu choisir n'importe quel joueur de la Ligue, j'aurais dit Matt Duchene. Ah ouais? Parce qu'à Nashville, là, ça marchait vraiment pas. Puis à la limite, je dirais Philippe Forsberg aussi. Depuis 2-3 ans, l'offensive des Preds, là, c'est zéro pin de mort. Puis ces deux-là commencent à vraiment retrouver leur lettre de noblesse. Puis Duchesne connaît toute une saison cette année. On ne l'avait pas vu venir pantoute. Puis c'est un peu à cause de ça que les Preds ont du succès cette année. Parce que si cette équipe-là ne marque pas de but autant comme elle le fait présentement, et ça passe par des gars comme Duchesne et Forsberg, les Preds seraient encore dans le fond du classement. Donc, j'aurais choisi probablement Matt Duchene parce qu'on l'attend depuis qu'il a signé son contrat avec les Preds. Là. On l'attendait, puis là, finalement, on l'a cette année. Écoute, j'ai même pas pensé à lui, fait que ça te dit-tu comment tu as raison. Là? C'est quelqu'un que j'avais même pas vu dans mon radar. Fait que très, très bonne suggestion ici, mon cher. Troisième question, plus les 2 prochaines questions, c'est 2 questions par rapport à Montréal. Mais c'est 2 questions qui ont été posées partout sur la planète Twitter. Puis je veux savoir ton opinion là-dessus, pour les 2. Donc, Piqué Souban à Montréal, oui ou non? Et pourquoi? Ça dépend de l'offre. S'il cogne à la porte et dit Hey, Kent, ça, mettons, tu me donnes un petit contrat de 3 ans à 3,5 millions, honnêtement, ça, je le prends. Parce que je pense que Souban, il s'est jamais caché, là, il adore Montréal. Puis je pense que c'est peut-être ça qui pourrait relancer sa carrière de jouer pour un marché qu'il aime beaucoup, puis retrouver une ville qu'il aime beaucoup. Sans rien enlever à New Jersey, c'est peut-être pas la ville la plus plaisante à habiter là. Tu sais, lui, souvent, il carbure à l'émotion, il carbure. Lui, un Centre Bell là, qui est rempli, là, il carbure à ça. Là. Fait que je pense que c'est qu'est-ce qui pourrait le relancer. Mais en même temps, c'est sûr que j'ai des gros red flags dans son cas. Sachant que depuis 2-3 ans, c'est pas chic. Il ne semble pas avoir vraiment le hockey comme priorité. Il a beaucoup d'autres projets à l'extérieur, dont snapper des pucks sur des personnes de Jackass, entre autres. Donc, ça, c'est le bout qui m'inquiète un peu. Mais s'il demande un contrat raisonnable, why not? C'est pas mon premier choix. Moi, mon premier choix, c'est que j'essaie d'amener Christopher Le Temps, s'il veut venir jouer, en prenant en considération que Petrie ne sera pas là la saison prochaine parce que visiblement, il aurait été demandé à être échangé. Parce qu'évidemment, moi, si tu me donnes le choix, je garderais Petrie. Parce que c'est quand même un très bon défenseur. Puis présentement, c'est le meilleur défenseur du Canadien quand il joue sa bonne game. Là, présentement, c'est pas le cas. Mais l'an passé, on dit à Jeff Norris là, quasiment. Ah oui, ça je te dis. Fait que... Puis cette année, ça ne marche juste pas pour les circonstances qu'on connaît tous. Puis c'est bien normal aussi. Honnêtement, tu ne peux pas vraiment vouloir au gars. Là. Je veux dire, là, toi, si tu avais ta femme qui est enceinte, qui décide qu'elle sac son camp, puis tu la vois pas pendant un méchant bout, pas sûr que tu aurais la tête au hockey. Tu as beau gagner 6 millions par année. La pression des fans en message, puis tout ça faire comme ça. C'est ça, hey, faut penser ça veut dire un coup de pied aussi. Ceux qui ont écrit à la femme à Jeff Petrie, là, sérieusement, vous mériterez que votre ordi brûle et que vous ayez juste plus accès aux réseaux sociaux pour de vrai. Là. C'est juste ridicule. Vous avez le droit de ne pas être content. Oui, Jeff Petrie ne joue pas du bon hockey présentement, mais honnêtement, mets-toi à sa place. Il n'y a personne qui jouerait du bon hockey. Non seulement tu as cette situation-là personnelle, en plus, c'est toi qui lis cette équipe-là en défensive. Puis, il y a peut-être trop de pression aussi par rapport à ça. Petrie, là, ses bonnes années, là, c'est quand il y avait Weber en avant de lui qui faisait la grosse job, puis lui était sa deuxième paire, puis il faisait ses affaires, puis c'était bien correct de même.
Mais là, c'est pas le cas. C'est lui qui lead la défensive. Puis il est peut-être juste pas fait pour être un rôle de leader. Puis c'est bien correct aussi. Là. Mais sérieusement, les gens là, qui chient dessus depuis des semaines, je comprends votre point, là, que vous n'êtes pas content qu'il joue pas bien. Mais honnêtement, il n'y a personne qui jouerait bien dans ces circonstances-là, sachant que ta famille est à l'autre bout, puis qu'il vient d'apprendre, probablement qu'il savait depuis un bout, mais que sa femme attend un autre enfant, puis qu'il n'est même pas à côté, puis il peut rien faire. Tu sais, s'il arrive de quoi là, à sa femme, là, il n'est pas à côté. Là. Tu sais, ça doit lui tracasser tellement dans la tête. Puis honnêtement, je trouve ça lâche, les gens qui sont allés écrire à Mme Petrie là, pour y envoyer un char de marde parce que son mari ne jouait pas bien. Là. Surtout que c'est des personnes, tu sais, puis on va mettre aussi la femme de Carey Price là-dedans, mais c'est des personnes qui emmènent l'âge dans la maison, puis moi, c'est d'avoir des commentaires qui peuvent se faire aussi dégradants. Là, les Benoît Brunel à la radio qui dit « Men's up », puis c'est toi qui décides dans la maison, puis écoute, faut arrêter. Puis écoute, c'est une femme en plus qui a écrit, je pense, à la femme à Jeff Petrie. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis tu as raison, ça va pas être nos coups de pied cette année, de cette semaine. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ces personnes-là sont impliquées dans la société, sont impliqués plus que leur mari dans la communauté parce qu'ils sont à Montréal, puis leurs filles puis leurs enfants vont à l'école. C'est eux qui s'occupent de les apprendre comment que la vie fonctionne. Tu sais, honnêtement... Au premier vue, on vire d'abord, puis on leur crache en pleine face, puis on leur dit que c'est des folles, puis c'est des filles qui décident tout. Puis on a tout attendu pour les médias là, au complet. Là. Carey Price, là, il fait rien chez eux, c'est toute sa femme qui décide. Jeff Petrie, c'est un gars qui sert à rien, puis que c'est toute sa femme qui décide. Puis voyons donc, les gars, arrêtez, ou les filles, là, tabarouette. Puis honnêtement, avant la pandémie, là, la famille Petrie avait l'air de bien s'y faire à Montréal. Là. Il aimait ça, Montréal. Puis là, c'est juste que les mesures ici, qu'on peut critiquer ou pas, là, c'est selon. Là, vous avez toute votre opinion par rapport à ça. Eux, ça leur plaisait pas. Puis c'est bien correct aussi. Là. Je veux dire, En tout cas, je trouve ça vraiment cheap. Mais pour revenir au dossier de ta question de départ, si Subban, je la ramène à Montréal, peut-être, ça dépend du contrat. C'est sûr que s'il demande 6-7 millions, je ferme la porte puis je la barre. C'est même pas de question. Mais s'il essaie de relancer sa carrière, qu'il peut accepter un contrat à un salaire raisonnable, honnêtement, je pense pas qu'au stade où il est rendu à sa carrière, qu'il a vraiment besoin d'argent tant que ça. Là, je pense qu'il a pas mal fait son argent. Là. Donc, s'il peut revenir à rabais, moi, honnêtement, c'est de l'enthousiasme. Piqué, c'est un joueur, oui, émotif, prend pas toujours les bonnes décisions sur la glace. Mais au moins, il y a des émotions sur la glace. Au moins, il essaie de changer le match quand il voit que ça ne va pas bien. Là. Ça marche-tu tout le temps? Non. Mais au moins, il essaie. Ce qu'on ne voit pas nécessairement des joueurs du Canadien aujourd'hui. Je suis d'accord, mais pour tes points, puis je respecte ce que tu dis. De mon côté, c'est un non catégorique. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas un bon leader, that's it. Je pense que si Piqué Subban aurait décidé, je pense que l'organisation, ce qui s'en vont, je pense qu'il y a eu la chance de montrer que c'est un bon leader. Je pense que c'est pas un leader. Je pense que c'est un gars d'équipe. Je ne sais pas que c'est pas un gars d'équipe, sauf que c'est pas un gars qui peut prendre les jeunes et les chapeauter. Comme tu dis, c'est un gars que la carrière extérieure est beaucoup plus grosse que la carrière intérieure. Puis on l'a vu au cours des 4-5 dernières années. Moi, je pense qu'on revient toujours trop en arrière avec le Canadien. Je pense que ça serait une bourde. Je n'haïs pas l'individu. Je n'haïs pas ce qui est fait dans la communauté. Au contraire. Si les gens qui me connaissent savent que j'ai eu droit en 2020 une année catastrophique et j'ai été à la même hôpital qui s'occupe pendant longtemps. Donc, j'ai toujours reconnu les joueurs qui s'étaient impliqués dans la communauté puis il a continué à le faire même s'il n'était pas à Montréal d'ailleurs. Donc, ça, c'est un plus pour lui. Mais par contre, au niveau de la glace, au niveau de où ce que le Canadien veut s'en aller, je pense que c'est pas un bon fit. Et ça a fait beaucoup de sujets cette semaine là-dessus. Ça a coulé beaucoup d'encre. Mais je pense qu'on est trop émotif à Montréal. On est trop émotif avec des joueurs comme ceux qu'on a aimés. Puis encore une fois, ce sera un joueur probablement en fin de carrière. Donc, on a vraiment besoin d'un défenseur en fin de carrière. 32 ans, fait rien depuis 3-4 ans. On ne sait pas non plus s'il va signer ailleurs parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui appelle pour un Piqué Subban présentement. Donc, non, pour moi, c'est un non. D'où la raison pour laquelle je te dis ça dépend du prix. C'est sûr que si tu le payes comme étant ton premier défenseur droitier, non, absolument pas. Non. Mais en même temps, tu as lui ou David Savard. C'est plate à dire, mais je prends Piqué. Là. Je veux dire, tu sais, Savard, il est plus lent, moins mobile, moins bâti pour le hockey d'aujourd'hui. Mais je pense pas que Savard, c'est un premier défenseur droitier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, exemple, là, on prend pour acquis que. On prend pour acquis. Mettons que Petrie reste ou qu'on signe le temps, que c'est lui le premier défenseur droitier. Ouais. Défenseur sur la deuxième vague, honnêtement, je préfère Subban à Savard. Moi, Savard, je vois plus comme un défenseur de troisième vague à peu près. Là. Je pense pas qu'il y a assez d'upside pour être dans un top 4. Là, à part si
tu joues avec le Lightning et Tampa Bay où tous les joueurs en avant de toi, c'est des All-Stars, puis les défenseurs au-dessus de toi, c'est des All-Stars aussi. Là, tu peux peut-être te trouver une niche dans le top 4. Mais c'est encore là, je dis, pour revenir à Piqué souvent, je ne te dis pas que je l'accueille à bras ouverts. Je te dis juste que ça dépend le prix, parce que moi aussi, j'ai des inquiétudes pas mal par rapport à son leadership, par rapport au fait que le hockey ne passe pas nécessairement en premier. Mais je dis juste que je pense que s'il y a un marché où il peut ressusciter, entre guillemets, c'est à Montréal. à Montréal, parce que tu as parlé de son implication là. Il adore aller à Montréal. Honnêtement, si c'était de lui, il n'aurait probablement jamais quitté Montréal. Évidemment, c'est pas lui qui a contrôlé ça. Il y a une transaction, mais il s'est resté à Montréal. Puis je pense que on dirait qu'il manque un peu de motivation. Il manque un peu le goût de jouer. Je pense que il manque la flamme, je pense. Comment? Il manque sa flamme, je pense. Il l'a plus. Exactement. Puis je pense que s'il y a une place raison. qui veut la retrouver, c'est à Montréal. Mais à quel prix? Ça, évidemment, je ne suis pas prêt à lui donner un pont d'or pour ça. Je pense que si on peut le donner, le pont d'or pour un gars comme Christopher Le Temps, je vais être bien plus heureux. Mais si, exemple, que Subban, on apprend que Subban signe pour 3 ans à 3 millions, je ne serai pas avec mes pancartes dans la rue et dire que c'est la pire décision ever du Canadien. Tu sais, je vais dire, OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça se peut que ça chie, ça se peut que ça fonctionne, mais on laisse la chance au courant. T'as des bons points. Puis écoute, ça fait réfléchir. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Dernière question. Chandail des Expos? Oui ou non? Hey, ça, j'aimerais ça pour vrai. Mais le pire... Je savais tellement que tu me dirais ça en plus. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est que, je sais plus c'est qui a fait la publication, mais ça disait genre, est-ce que le Canadien pourrait avoir un chandail aux couleurs des Expos? Dans ma tête, je me disais, ben, c'est les mêmes maudites couleurs. C'est les mêmes couleurs. Rendu là, ça change pas grand-chose. D'accord. Je comprenais le point, là, mais ça serait drôle. Par exemple, une soirée Expo, je dirais pas non à ça. Serais-tu le chandail des Expos complètement ou un chandail adapté canadien avec un logo du Canadien en avant? Tu vas comment, toi? Bonne question. C'est sûr que je n'irais pas que le chandail, mettons, rayé, tu sais, le chandail à domicile, exemple. Là. Mais peut-être le chandail bleu poudre des Expos avec le logo du Canadien, je sais pas. Avec un petit logo des Expos sur une épaule, ou je sais pas. Mais je pense que, en même temps, avoir les nouveaux chandails qui sortent année après année, on dirait que plus que ça avance, plus que c'est des projets d'art plastique de secondaire 2. Là. Fait que ça m'inquiète un peu, là, mais sinon, si on peut trouver quelqu'un qui a de l'allure, qui peut faire un beau chandail, ça serait pas pire, mais ouais, j'ai un peu perdu j'ai un peu perdu ma confiance en l'humanité pour ça, les chandails, là, dernièrement. C'est pas fameux. Ouais, non, j'aime ça. Écoute, Stéphane, c'est ce qui close ce podcast numéro 16. Il en reste 4 et on va atteindre la vingtaine. Yes. Encore une fois, un gros merci de ta participation. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être une finale Canada-États-Unis, si on a mal compris. On va voir. On va voir ça en temps et lieu. Mais si on enregistre le podcast jeudi prochain, encore une fois, ça va être la journée de la finale là, pour le tournoi féminin. Donc, on va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. Exact. Puis 2 shooters avant de partir. Bon Super Bowl à tout le monde, ceux qui écoutent le football. Attends. Je te pose la question, toi qui connais pas mal plus le football que moi. Les Bengals ou les Rams? C'est tellement une bonne question. Pour l'histoire, moi, je veux que ce soit les Bengals pour de vrai. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça. Mais je pense que les Rams ont gagné. Les Bengals le méritent, surtout qu'avec tout ce qui se passe, puis Joe Burrow est vraiment incroyable. C'est tout à fait incroyable ce qui se passe dans la NFL. Pourquoi? Parce que je suis un grand fervent de la NFL, tout le monde le sait, mais c'est 2 équipes qui sont dirigées par des entraîneurs en bas de 40 ans. C'est 2 équipes qui sont dirigées avec des jeunes corps arrière. C'est pas deux jeunes corps arrière, mais 2 corps arrière qui n'ont jamais été au Super Bowl de leur vie. Drew Stafford a passé sa carrière avec les Lions, puis ils n'ont rien fait. Et là, on voit que c'est un vrai. Moi, j'ai toujours aimé ce carrière-là, donc j'y souhaite tellement qu'il gagne le Super Bowl. D'ailleurs, sur les statistiques sur Drew Stafford, c'est incroyable. Là. C'est le premier. Matthew Stafford, excuse-moi. Drew Stafford, il joue avec les centres de Buffalo, je le disais. Mais il y a un autre Drew Stafford aussi. En tout cas, Matthew Stafford, excusez-moi le lapsus. Donc, Matthew Stafford est le premier carrière de la NFL à atteindre les 50 000 verges par la passe à son âge. C'est jamais arrivé. Donc, The GOAT, maybe, peut-être. Même pas Brady? Même pas Brady, il a battu Brady. Ah ouais. Avec le nombre de matchs. Donc, c'est incroyable ce qui se passe. Mais je vais dire comme toi, si on veut faire un film là-dessus, là, les Bengals, si on veut voter, selon moi, pour l'équipe qui a probablement le plus de chances puis va avoir la moins bonne cote à mise au jeu, ça va être les Rams. Mais on va avoir droit à tout un Super Bowl. Puis pour les fans de rap et de hip-hop, probablement le meilleur show de la mi-temps qu'il y a depuis les
10 dernières années, que moi-même, je vais regarder. C'est un retour à notre enfance, en tout cas de mon enfance à moi, avec les Dr. Dre, les Eminem et les Mary J. Blige de ce monde. Donc, ça va être un super dimanche. Mangez en masse, buvez en masse, conduisez pas en buvant, c'est important. Puis je vous souhaite un bon Super Bowl. Puis la dernière nouvelle que j'ai, on n'en parle jamais. Puis tu sais que je suis très vite dans le monde du golf parce que je travaille là-dedans depuis maintenant 12-13 ans. Mais un shout-out à Étienne Papineau. Pourquoi Étienne Papineau? Personne ne le connaît au Québec. Pourquoi? C'est un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a gradué de West Virginia University puis qui vient de cette semaine gagner. La semaine passée, il a gagné un tournoi pour aller au Phoenix Open qui est présentement en train de jouer. Donc, c'est le premier Québécois depuis 2015 à faire un tournoi de la PGA. Ça n'arrive pas souvent. Je sais qu'on parle de hockey, mais quand on parle plus de hockey, on parle de golf habituellement. Donc, je voulais faire un shout-out à Étienne Papineau. Félicitations, Papy, parce que c'est tout un exploit que tu fais pour le Québécois, pour le golf québécois. Puis, je voulais te faire un beau shout-out dans mon podcast. Ben écoute, bravo pour cet accomplissement-là. On va souhaiter qu'il va poursuivre son chemin. Mais là, tu dis dans le fond qu'il est en train de faire un tournoi. C'est-tu pour se rendre dans la PGA ou Non. c'est un tournoi de la PGA? Non, la semaine passée, il jouait en Arizona. Il a gagné le tournoi en prolongation avec un birdie. Puis avec cette qualification-là, il se qualifiait pour le Phoenix Open qui joue à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Puis ça, le Phoenix Open, c'est un tournoi de la PGA. La PGA, oui, effectivement. C'est moi la PGA présentement qui se joue présentement. Là. Donc, il va jouer pour les 3-4 prochaines journées avec son premier tournoi à lui de la PGA. Mais c'est rare au Québec qu'on ait des joueurs qui se rendent là. Donc, je voulais juste le souligner parce que c'est un exploit que personne ne pense parce que c'est tellement difficile pour les Québécois pour le golf. Vous n'avez aucune idée comment que le hockey, c'est plus facile. Mais je le fais un C'est petit sûr peu. que du côté du golf, en tout cas, c'est ma perception que j'ai, mais je suis peut-être dans le tort, mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes. Je pense qu'il y a des programmes universitaires qui ont un peu de golf, mais encore là, je ne suis même pas sûr. Il me semble que l'Université de Laval, il y en avait. L'Université Laval, l'université aussi, pas l'UQAM, mais les Carabins. C'est une université aussi qui donne ça, mais c'est vraiment... C'est très, très, très primaire. Là. Malheureusement, les gars, il faut qu'ils s'expatrient aux États-Unis. Ouais. Quand il y en a un qui passe, on en profite. C'est ça que je voulais faire. Merci de me donner l'occasion de le faire. Ben, il n'y a pas de problème. On va suivre ça là, avec beaucoup d'attention, voir s'il va réussir là, pas se tailler un poste, mais se tailler une place là, parmi les meilleurs dans ce tournoi-là. Donc, on va suivre ça. Un gros merci encore une fois, Stéphane, de ta collaboration. Pour les gens, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Fais-tu quelque chose de spécial pour le Super Bowl sur ta page Entre Chum ou... Peut-être que oui, je vais peut-être faire un article. C'est rare que je fais des articles, mais je vais peut-être faire un petit article sur la page Facebook. Évidemment, je vais en parler au cours de la soirée. Puis il y a aussi John, notre bon ami Jonathan Goulet, qui était mon associé avec Entre Chum, qui revient tranquillement avec des posts sur le UFC. Donc, on est encore actifs, puis on continue là-dessus. Mais oui, je vais probablement faire de quoi rapidement sur ma page Facebook là, cette semaine. Donc, allez voir la page Facebook d'Entre Chum là, pour suivre tout ce qui se passe là, pour le Super Bowl et UFC aussi, parce que Jonathan, je sais qu'il aime beaucoup le UFC, puis c'est surtout là-dessus qu'il publie sur ta page. Sinon, comme j'ai mentionné, la chaîne YouTube, abonnez-vous. On veut monter dans les abonnés, donc si vous écoutez le podcast et vous ne l'êtes pas encore, juste un petit clic, c'est gratis, ça vous fait pas mal, puis nous autres, ça nous fait hyper plaisir. Et, exact. Évidemment, là, on va continuer avec plusieurs podcasts à venir, donc c'est pas l'histoire d'un soir, ce podcast-là. Il va en avoir encore pour plusieurs semaines. Donc, on vous invite là, à suivre ça de très près. Merci tout le monde. Un gros merci et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.